Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Voici donc la saison des voyages. La vie est toujours la saison des voyages d'ailleurs. Constantin Cavafy, l'immense poète grec, donne quelques conseils que je n'oublie jamais. Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences. Que nombreux soient les matins d'été où tu pénétreras dans des ports découverts pour la première fois. Instruis-toi toujours auprès des sages et garde sans cesse Ithaque présente à ton esprit. L'essentiel, c'est donc cela, la mise en route, la quête, la découverte et au bout la rencontre avec soi-même. C'est ce qui apparaît dans les livres que Bibliothèque Médicis a choisis avec Monique Cantos-Perber, Anne-Marie Moreau, Marie-Madeleine Rigopoulos et surtout avec les auteurs invités aujourd'hui dans cette émission de Bibliothèque Médicis. Un voyage, c'est une somme de préparation, de souvenirs, d'espoir, j'espère pas de déception, de découvertes, de mots, d'images et de dessins. Le voyage peut se faire naturellement dans l'espace ou dans le temps. Si on commençait par le temps, on commencerait avec vous, Pascal Charvet. Rome et l'amour. Aujourd'hui, votre voix sera celle du grand Pierre Grimal, latiniste disparu, auteur des ouvrages les plus classiques sur l'Antiquité romaine. Vous parlez de Rome et de l'amour, des femmes, des jardins de la sagesse, qui viennent d'être publiés avec raison chez Bouquin. Vous-même, vous êtes latiniste. Oui. Est-ce que c'est déjà une invitation au voyage? Quand Pierre Grimal parle de l'entrée à Rome, il dit qu'il faut sentir Rome, il faut passer par les jardins, il faut apprendre à la découvrir. Oui, non seulement il faut apprendre à la découvrir, il faut apprendre à l'aimer, bien sûr, c'est ce que dit Pierre Grimal dès le départ. Et j'insiste là-dessus parce que ce livre est conçu avec Laurence Grimal, était donc le second volume que nous avons fait paraître, le premier étant Voyage à Rome. Et Rome et l'amour continuent. Le premier était un voyage plus spatial, celui-ci est un voyage plus temporel. Et lorsque vous disiez que Pierre Grimal entre à Rome par les jardins, je crois que ça permet de comprendre la nature de l'entreprise de Pierre Grimal à l'âge de 20 ans. Parce qu'il arrive à Rome, et à l'école française, bien sûr, de Rome, et la première chose, son premier travail, la première chose à laquelle il s'intéresse, ce sont les jardins. C'est sa première thèse, et il y sera sensible toute sa vie. Ce qui veut dire que Pierre Grimal a aimé Rome, j'allais dire, comme un voyageur, comme quelqu'un qui est sans cesse revenu, et qui n'a jamais voulu la considérer comme simplement une ville objet. Et il a même tenu, enfin il tenait à ce qu'il y ait des choses très personnelles. Le premier volume et le second sont ouverts par une sorte de phrase, la première étant adressant à une femme qu'il aime, enfin sa femme, dirò che è bello quando i tuoi occhi l'avranno detto. Je dirais que cette ville est belle, oui, donc de la part d'un archéologue extrêmement savant, c'est-à-dire je dirais qu'elle est belle quand tes yeux l'auront dit. Mais il n'y a pas de plus belle preuve, si vous voulez, de ce qu'a été le travail de Pierre Grimal. Je dirais deux mots sur cet historien, enfin celui qui ne voulait pas qu'on l'appelle historien. Il faisait de l'histoire, mais il ne voulait pas le mot historien. Il ne voulait pas qu'on l'appelle historien parce qu'il avait fait de l'empathie son allié, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ces historiens non seulement qu'on redécouvre, et dont aujourd'hui on perçoit pleinement l'amplitude du projet. Jean-Pierre Vernant est arrivé aussi, je dirais, de cette même façon, si vous voulez, de comprendre l'histoire, en la comprenant de l'intérieur, c'est-à-dire en s'engageant soi-même, en se laissant absorber par l'objet, mais en même temps avec la plus grande rigueur. Comme il faut faire pour un voyage. Mais comme il faut faire pour un voyage. Une initiation. Alors c'est un intellectuel rigoureux, j'ai eu la chance de l'interroger quelquefois sur les livres Tacite, Sénèque, etc. Et un amoureux de la poésie aussi. Hein, et oui, un grand intellectuel avec une stature, c'est un personnage haut en couleur, et en même temps très rigoureux. Oui. Non seulement rigoureux parce que il s'est intéressé à tous les sujets avec la même rigueur. Je prendrai un exemple simple de voyage, le Garum, qui rappelle le Nyokman. Bien, il a travaillé avec Théodore Modo, et pas moins, pour arriver à comprendre. Et il nous explique dans des pages savoureuses ce qu'était ce liquamen latin. Je pense qu'il a publié un très beau dictionnaire de la littérature latine. Aussi. Rome et l'amour, on va en parler tout à l'heure. Même posthume, c'est un très beau livre, complet et exceptionnel. J'ai envie de dire à lire calmement et sans précipitation. Est-ce que vous avez trouvé Benedetta Craveri qu'il n'a pas d'accent italien ou qu'il a un accent français quand il parle italien? Je ne peux pas parler d'accent parce que le mien est tellement fort que chaque fois j'ai un peu d'honte. Donc je trouve que tous les autres ont des accents très très légers et très agréables. Vous publiez Reine et favorite, le pouvoir des femmes. Chez Gallimard, nous nous connaissons. Nous avions parlé de Madame du Deffand il y a quelques années. Et puis de l'âge de la conversation que vous avez publié
en 2002. Vous vous enseignez pas à Rome, à Naples. À Naples. On dit beaucoup de mal de Naples, qui fut une très belle ville, qui l'est, mais qui reste encore une très belle avec ville. tellement de déchets, d'immondices, de pollution, de peur, de saleté, qu'on a peur de dire du bien de Naples. On espère toujours que quelqu'un viendra balayer tout ça. Et la ville reste très belle. C'est la plus belle et la plus grande ville ancienne en Europe, avec sous le dessin grec, avec des églises extraordinaires. Et on espère que les Napolitains vont assumer un peu les responsabilités de citoyens. C'est-à-dire, ils vont prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face, d'après ce qu'on nous dit, aux mafiosi qui tiennent la ville? Il faut réagir, ne pas se faire subir des chantages. Et quand on se promène, on n'a pas quelquefois peur? Oui, mais là, on peut avoir peur à New York, à Londres, à Paris, dans les banlieues parisiennes. Je veux dire, Naples, c'est vrai, il y a beaucoup de saleté, mais nos villes européennes ne sont plus des paradis terrestres. C'est bien, vous défendez bien votre ville. Bon. Et est-ce que ça fait partie, Naples, des villes éternelles, les 20 villes? Non. Claudine Le Tourneur Disson, chez Robert Laffont, villes éternelles pour en rêver, pour les découvrir. Non, alors elle ne fait pas partie des villes éternelles pour la simple et bonne raison que ce livre, il n'y a aucune ville européenne dans ce livre et que l'idée c'était de faire ensuite un livre où il n'y aurait que des villes d'Europe. Voilà. Ouais. Irkoutsk, c'est pas dans l'Europe, c'est au fin fond de la Sibérie. C'est plus. Avec son lac Baïkal. Voilà. C'est plus vers. Vous êtes baigné dans le lac Baïkal? J'étais au mois de janvier, donc il n'était pas vraiment. Même se tremper au mois d'août, je peux vous dire que je crois que c'est à 7-8 degrés. Vous l'avez fait? Pour faire un pari, oui. On s'est trempé, ressorti il y a quelques années. Et le lac Baïkal, c'est un lac d'eau douce. Oui, tout à fait. Absolument. C'est un poisson qui s'appelle. C'est un poisson endémique, absolument, qui s'appelle. Moins 4000 liches. Il est dans mon livre, mais j'ai oublié le nom. D'accord. Je vais vous le donner comme ça. Vous retrouvez le poisson, ça me fera plaisir d'entendre parler de ces poissons et de cette région. On verra tout à l'heure les villes que vous appelez éternelles. Il y en a une vingtaine, on en parlera. André Lambert, aux éditions du Gerfaut, marin français explorateur. Là aussi, ce sont des voyages. Les textes sont de Michel Perchoc. Les illustrations minutieuses et réussies sont de vous-même. Et vous êtes tous les deux d'anciens élèves de l'école navale. Tout à fait. Je crois que je regrette que mon camarade Perchoc ne soit pas là aujourd'hui parce qu'il est en mer jusqu'à la fin du mois de juin. Et où ça, en mer? Sur une frégate. Non, sur une frégate, il fait des essais. Il fait des essais. Ah ouais. C'est de nouveaux bateaux. Oui. Et alors l'un a écrit les textes sur une page, la page de gauche et la page de droite, ce sont vos dessins. Extrêmement précis et méticuleux. C'est vrai qu'il faut votre expertise, je le montrais tout à l'heure à Monique, quant au Sperber, pour parler de la coupe, pour réussir la coupe, fin 79, transversale du navire La Curieuse de Radio du Bâti. Ah oui. J'aime bien faire des écorchés. Oui, les écorchés pour un bateau, c'est mieux. Oui. C'est ça. Absolument. Parce que ça donne un peu de vie, ça montre... Enfin, il ne faut pas que le bateau soit trop grand. Là, il se prête bien. On va le montrer à Mme Carvéry. Regardez, cet écorché, cette coupe. Et la France oublie, Monsieur Lambert, qu'elle a tant de façades maritimes. Et c'est Jacques Attali qui, dans son dernier livre, dit qu'elle va redécouvrir ces façades et en même temps l'usage qu'elle peut en faire au XXIe siècle. Ce sera une des raisons peut-être de cette puissance qu'elle a ignorée et dont elle peut tirer avantage. Je ne sais pas. Oui, je crois, si vous voulez, que beaucoup de ces explorateurs ont contribué à développer la connaissance du monde sous toutes ses formes, aussi bien géographiques qu'ethnographiques, et que malheureusement aujourd'hui, il y a de moins en moins de possibilités d'explorer. Et c'est pour ça qu'on termine ce bouquin par les explorateurs du XXIe siècle, c'est-à-dire ceux qui vont au fond des océans, puisqu'il n'y a que là où on peut trouver des choses. Oui. Et là, nous avons la chance d'avoir deux bateaux tout neufs, si vous voulez, le Pourquoi pas et le Beautemps-Beaupré, qui se prêtent à ce genre d'exploration sous-marine et la mise en œuvre de petits sous-marins. Oui, c'est ça. Eux restent en surface. Ah, tout à fait, oui. Oui. Et ils ont les sous-marins qui descendent. Absolument. Jusqu'à de grandes profondeurs. Oui. Est-ce que être un explorateur, c'est aussi être un conquérant?
Ou ça a été longtemps, ça? Ah, écoutez, alors là, c'est une question compliquée. Je crois qu'il y a deux types d'explorateurs. Il y a ceux qui allaient découvrir le monde pour les connaissances de la géographie, et puis il y a ceux qui voulaient en tirer profit. Et ceux qui en tiraient profit, en général, ils allaient chercher des épices. Et d'ailleurs, le bouquin commence par un type qui s'appelle Pommier de Gonneville, qui avait embarqué un pilote portugais pour aller en Indonésie, enfin en Insulinde. Et puis le pilote est mort en cours de route, avant d'arriver au Cap. Et il s'est retrouvé avec son bateau, et il ne savait pas où il était. Et il a dérivé dans l'Atlantique, il est tombé au Brésil. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance, parce que vous montrez bien que s'il y a eu beaucoup d'explorateurs, vous dites qu'on a compté plus de 40 marins explorateurs qui ont parcouru le monde entre le 15-16e siècle et le 20e. Il y en a beaucoup qui ont laissé la vie. Certes, ne serait-ce que déjà que la Pérouse, pour citer le plus connu. Oui, et quand je dis dans la le Pérouse, Pacifique. avant de terminer tragiquement à Vanikoro, il avait perdu déjà Florio de Langle au Samoa, d'une façon épouvantable, quoi, dans une iguade. Les bateaux, à cette époque-là, avaient besoin de faire de l'eau, de temps en temps. Donc ils allaient chercher un cours d'eau, et ça s'appelle une iguade. Et là, ils sont tombés dans un traquenard, et ils ont été assassinés, massacrés par les Samoans. Ah. J'ai eu la chance d'aller dans le Pacifique sur le lieu du massacre, la côte nord des Samoa. Ça s'appelle la baie du Massacre. Et le chef de village avait un uniforme que de tradition il tenait de Florio de Langle quand ils l'ont massacré. Bon. Et puis cet uniforme était tombé en guenille, et la marine française, de temps en temps, allait rafraîchir son uniforme en ramenant un nouveau. Oh. Absolument. Et moi, j'ai été sur le bateau où on a ramené, le consul de France avait dit il faut un uniforme neuf. On a fait faire un uniforme neuf bien galonné à Nouméa, et on l'a remis. Il risquait moins, hein, le consul de France cette fois. Et le commandant La Pérouse, oui, c'est vrai, symboliser la passion qu'on est en train de redécouvrir de Louis XVI pour les découvertes et les grandes explorations, en particulier dans le Pacifique. Mais la curiosité et l'appât du gain étaient toujours inextricablement liés chez presque tous. Les frères Parmentier, c'était clairement... Les frères Parmentier, c'était comme Gonneville, ils allaient chercher des épices. Ils allaient à Sumatra pour les épices. Oui. D'ailleurs, eux aussi, ils sont morts là-bas. Ils sont morts là-bas. À quelques jours d'intervalle. Mais même Cavelier de la Salle, qui a exploré, qui a descendu le Mississippi, bon. Il y avait de la curiosité, mais il y avait également la recherche de découvertes plus lucratives. C'était dans le but, je crois, d'installer des colonies. Des comptoirs, oui. Des comptoirs. Oui, ils sont là pour l'État ou en mission. Oui. Et quelquefois, ils débordent avec des intérêts personnels. Est-ce qu'il y a un trait commun de ce que vous appelez, André Lambert, les marins de l'extrême? Ce sont des navigateurs assez extraordinaires, quoi. Donc j'ai cité, pour ne citer que, Tabarly, bien sûr, Virginie Herriot, qui est la marraine de l'école navale, qui a fait beaucoup pour la marine. J'ai cité Jean-Louis Etienne, Bombard, enfin j'en ai mis quelques-uns. Et on voit bien que des expéditions partent pour quelque temps, elles durent des années ou même indéfiniment, puisqu'elles ne reviennent plus. Moi je trouve ces types qui partaient en laissant leurs femmes et leurs enfants pour au moins 2 ans, si ce n'est plus, et parfois qui ne revenaient pas, moi je trouve ça ahurissant, de nos jours. C'est inconcevable. Oui, de nos jours, mais du jour dont M. Sylvain Jouty parle, celui qui vivait comme un rhinocéros, lui, c'était entre 1784 et 1842, il était parti pour 9 ans. Il était parti en fait sans savoir combien de temps. Le problème de Tchoma de Quereuche, c'est qu'il était parti pour quelque chose qu'il n'a jamais obtenu, vu que son but c'était de trouver l'origine de sa patrie, donc hongrois. Donc on pensait descendre des Huns à l'époque, donc quelque part en Asie centrale, on ne savait pas trop, vu que l'Asie centrale était à peu près inconnue à l'époque. Alexandre Xoma de Quereuche. Xoma de Quereuche, oui. Je prononce à la Le vagabond de l'Himalaya. Vous nous direz qui il est, il y a une très belle photo chez Fayard. Regardez,
C'est quoi? C'est le... Ça, c'est le Potala, Lhasa, il n'est jamais pénétré au Tibet. C'est ça qui est très curieux. Il est devenu le premier tibétologue sans jamais pénétrer au Tibet. Il s'est arrêté au pied de l'Himalaya, Oui, aux portes voilà, oui. de l'Himalaya. Vous voyez donc, Lambert, où il partait pour 2-3 ans, vous dites c'est long, mais lui, il ne savait pas, mais pour 9 ans. Et on voit aussi, et on passera à un autre sujet, que les explorateurs, bon, ils étaient des hommes d'action, mais ils étaient toujours accompagnés de philosophes, de savants, de médecins. C'était un gros problème parce que il y avait des discordes entre les marins et les savants embarqués, qui étaient des civils, si vous voulez, très compétents. Mais ce n'était pas simple à gérer pour le commandant. Par exemple, je ne sais plus lequel, mais les savants se plaignaient qu'en passant le long du Nil, où ils avaient envie d'aller herboriser, chasser les papillons, le commandant ne voulait pas accoster pour diverses raisons. Au moins de sécurité. Par exemple. D'abord parce qu'il y avait des récifs, et puis parce qu'il y avait souvent des indigènes en pirogue qui n'étaient pas tout amènes. Bon. Et cette aventure est arrivée il n'y a pas longtemps, il y a une cinquantaine d'années, à Max Douguet, qui commandait une expédition en Terra Delhi. Bon, il avait à bord des savants, et quand à la première tentative, il n'a pas pu franchir la barrière de glace, les savants n'étaient pas contents du tout. Alors vous citez Kerguelen, le chevalier Jean-François de Surville, qui est victime d'un guet-apens dans les îles Salomon et qui va finir dans une marmite des papous anthropophages, c'est ça? Oui. Ah non, celui-là, c'est Marion Dufresne. Surville, il a terminé, non? Non, mais il a peut-être été un des rescapés, mais dans son expédition, d'après ce que j'ai vu, hein, il y en a quelques-uns qui y sont restés. Et puis, Savagnin de Brazza. Brazza. La première planche que j'ai faite, c'est Brazza. Et ce qui est émouvant, c'est que le Congo lui a rendu hommage tout récemment. Écoutez, et personne n'en a parlé. Sauf nous. Non, pardon, écoutez, parce que ça nous intéressait. Cet événement et nous avons même fait des reportages sur Public Sénat de longue durée, parce que c'était intéressant de voir que les cendres étaient rapatriées, si je me rappelle bien, c'est ça? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il est mort de façon... Il revenait dans le pays où il était arrivé comme colonisateur, mais il était tellement apprécié que les dirigeants en place qui nous écoutent peut-être ont fait de grandes cérémonies l'année dernière, qu'Europe 1 et Public Sénat ont suivi. Voilà. Voilà. Très discret, ces hommes ont été des sources d'inspiration pour les écrivains et leurs récits. Ils ont ouvert des horizons, j'ai envie de dire, à la conscience et à la connaissance, n'est-ce pas, Madame la philosophe? Madame la philosophe. Ils sont très, très impressionnants. Et ce Borda, dont vous dites qu'il est le modèle des élèves marins. C'est un grand scientifique, en dehors de ses qualités de marin, parce que... Marin et scientifique. Il a été marin, et par la suite, après l'itinéraire qui est retracé là-dedans sur la croisière des montres, il a renavigué, il a combattu les Anglais aux Saintes ou je ne sais trop où. Donc ce n'est pas seulement un scientifique, c'était un marin. Vous savez ce que vous devriez faire, Monsieur Lambert, et le dire à votre ami Perchoc en lui téléphonant, je ne sais pas s'il a un portable. Ah oui. Dites-lui que vous allez offrir à chacune de ces personnes invitées votre livre Marin français explorateur. Il est très réussi. Vous allez voir. Tant pis pour vous. Hein. Merci d'être venu. Mais enfin, restez. Et vous allez peut-être vous intéresser au voyage de Claudine Le Tourneur, disons. C'est l'Omoul. Hein? Le poisson du lac Baïkal, c'est l'Omoul. L'Omoul. Ah bon. L'Omoul. Vous me dites ça, d'un seul coup, vous me regardez, vous me dites l'Omoul. J'ai un peu peur. Quand on voyage aujourd'hui, comme vous voyez, on prend moins de risques. Il y a toujours la curiosité, mais où sont les dangers? Il y en a effectivement beaucoup moins. On voyage quand même dans un certain confort. À partir du moment où on prend l'avion, déjà, c'est plus tellement risqué. À partir du moment où vous êtes bien installé dans un hôtel, effectivement, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Le voyage aujourd'hui, enfin en tout cas tel que je l'ai fait pour ces villes, c'était surtout partir à la découverte. Moi, ma curiosité naturelle me pousse toujours à aller vers des endroits que je ne connais pas. Donc, sur ces 20 villes, il y en avait 19 que je ne connaissais pas. Donc, même si vous allez sur les traces d'autres auteurs, par exemple, vous allez à Angkor, au Cambodge, et vous dites c'est un voyage qui vous a marqué, là, on sent la présence lointaine, ancienne, d'André Malraux.
Oui, par exemple, et puis de toute l'école française de Khmer, d'Orient. Oui, de l'Orient. Oui, effectivement, moi, ce que j'ai aimé aussi, et ce que je me suis attachée à faire en partant, chaque fois, c'est de retrouver des traces, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, par exemple aussi, encore, vous parlez d'encore. Moi, ce qui m'avait frappé à l'époque où j'avais vu Apocalypse Now, à l'époque, je ne connaissais pas encore, et il y avait les tours où on voyait le visage de Jaya Varman VII. Et cette image m'avait absolument subjuguée. Et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée à Angkor, donc bien des années après, c'était la première chose, c'était de voir le temple du Bayon pour admirer ces visages qui m'avaient tant impressionné. Ça, vous pouviez le faire parce que c'était la fin de l'époque sinistre des Khmers rouges et de Pol Pot. Oui, parce que pendant des années, ils ont laissé la nature manger. Oui. Maintenant, bien sûr, c'est bien dégagé maintenant. Oui. Enfin, sauf les temples qui sont dans le nord, où encore il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pratiquement pas de touristes, mais c'est encore. Au cœur de vos raisons, est-ce qu'il y a la curiosité, le goût de la découverte, de la préparation d'un voyage, comme beaucoup doivent être en train de le faire maintenant avant l'été? Moi, je n'ai pas vraiment préparé. Moi, je trouvais que le bonheur, par exemple à Calcutta, c'était de me perdre complètement dans cette ville. Et en vous perdant, et à Macao aussi, en me perdant dans ces villes, j'ai fait des découvertes extraordinaires de lieux, d'endroits, de bâtiments qui sont pas dans les guides de toute façon. Alors, parce qu'on dit Macao, c'est l'enfer du jeu. C'est vrai qu'il y a de très nombreux endroits en ce moment en Asie qui sont en train de se transformer en paradis de la prostitution et du jeu. Derrière, vous avez trouvé autre chose. Ah oui, absolument. Effectivement, quand on arrive maintenant, tout le bord de mer, tout le littoral est couvert c'est Las Vegas maintenant. De toute façon, tous les grands casinos de Las Vegas se sont installés à Macao. Mais bien, on va jusqu'à Macao pour trouver Las Vegas. C'est pas mal, ça. Mais derrière, ce qui subsiste quand même, c'est cette ville magnifique. Bon, j'imagine qu'elle a dû être bien plus belle il y a quelques dizaines d'années ou même quelques décennies, mais on y retrouve encore cette atmosphère, on se croirait à Lisbonne en fait. Il y a et ce mixage entre la Chine, avec tous ces panneaux de couleurs, avec l'écriture chinoise, et puis ces balcons, vous avez l'impression d'être au Portugal, c'est un mélange absolument détonnant et très, très touchant. Je demande à Benedetta Craveri et à Monique de bien vous écouter, soit pour voyager là où vous êtes allés, dans ces villes éternelles, soit pour ne pas y aller. Mais dans les 20 villes éternelles, vous les avez choisies avec Jean-Alexis Pougatch, en fait, qui lui est le maître des voyages. En fait, qui a financé tous mes voyages. En fait, et il dit dès la première phrase de sa préface, dès l'adolescence, il proclamait que le voyage serait sa vie. Il en a fait sa vie. Et il en profite, et apparemment, il en fait profiter d'autres. Alors, oui, Monique. Mais pourquoi éternelle? Éternelle au sens où elle vous habite pour toujours après? Parce que certaines d'entre elles, on ne les appellerait pas éternelles. Ushuaïa, par exemple, en fait, pas du tout le sentiment d'une ville éternelle. Non, effectivement. Alors, je vais vous expliquer. Qui est conquis sur le monde inhospitalier où les hommes ne devraient pas, jusqu'où les hommes ne devraient pas pénétrer. Ushuaïa, c'est un mythe, et un mythe essentiellement français. Je veux dire, parce que vous allez. Merci Nicolas Hulot. Voilà, exactement. Vous allez ailleurs, vous parlez d'Ushuaïa, les gens ne connaissent pas, ne savent pas. Mais en même temps, c'est vrai que la ville en elle-même n'a absolument aucun intérêt. C'est une ville absolument laide, mais il s'y est passé tellement de choses. Il y a eu tellement d'histoires, justement, de navigateurs. On a vu passer les grands navigateurs, Shackleton. Absolument. Donc, Darwin, c'est un lieu, en oubliant la ville elle-même, qui n'a aucun intérêt, mais le lieu en lui-même est Il y a un intérêt majeur. C'est que quand vous êtes à Ushuaïa, partout, vous voyez Finis Terrae. Oui. C'est-à-dire la fin de la terre habitée. Et le sentiment physique que l'on a lorsqu'on séjourne quelques jours dans cette ville, c'est d'être dans un monde où l'homme, normalement, ne devrait pas être. On a l'impression d'être intrus dans un monde de nature minérale, bien sûr. C'est très curieux. Alors, il y a quelques éléphants de mer autour. Enfin, ça donne une impression de nature inhospitalière à un point presque métaphysique. André Lambert, c'est vrai qu'on doit trouver des explorateurs ou des traces des marins, des grands marins français, italiens, portugais, hollandais, dans la plupart des villes que vous avez visitées. Mais tous ces lieux sont des lieux chargés d'histoire. Alors effectivement, si on peut dire que Rome est une ville éternelle,
ces lieux, bon, Hiroshima, ça fait partie du livre aussi. C'est difficile effectivement de dire qu'Hiroshima est une ville éternelle, mais si on regarde d'une autre façon les choses, moi c'est une ville qui m'a totalement bouleversée, Hiroshima, parce qu'aujourd'hui, les Japonais en ont fait la ville de la paix dans le monde. Et tout est relié à la paix à Hiroshima. Et c'est un lieu tellement émouvant et tellement fort que c'est. J'avoue que C'est pour ça qu'on est bouleversé quand on pense qu'ils veulent recréer une armée, une défense et avoir des moyens même nucléaires de défense. Il y a un mouvement nationaliste au Japon. Ils y ont droit comme d'autres pays, probablement. Mais en même temps, ils ont tellement souffert en eux-mêmes que cette ville, avec ses rescapés, est un symbole de la paix, oui, de la paix à maintenir. Oui. Alors on disait... Si je peux dire une chose, je crois que... Plus qu'une chose. On a eu un sentiment maintenant assez répandu qu'il n'y a plus de ville éternelle. Nous, je parle pour l'Italie, Rome, Venise, etc. Maintenant, on a tellement compris que ce sont des villes infiniment frêles qui sont chaque jour attaquées par la pollution, par les touristes, par la vie moderne, que de plus en plus on a le sentiment de choses frêles qu'on doit protéger et qui ne vont pas résister éternellement. Ça, c'est le côté dramatique de Florence, Alexandrie, donc Pondichéry, Chicago. Alors Chicago, vous connaissez Chicago? On est bien à Chicago. Ça, c'est une ville exaltante. Oui, c'est On est saisi par un sentiment de dépossession de soi. C'est là qu'on se rend compte, en fait, de quoi l'humain est capable quand il est dans la création pure et dans l'émergence de l'intelligence. Pour être concret, ça veut dire que l'architecture de Chicago est exceptionnelle. L'architecture intérieure et extérieure, il y a une tradition d'architecte. un musée de l'architecture. C'est un musée, moderne. un musée. En une plus, avec une audace qui donne un vertige de créativité. Et alors, vous dites, vous êtes allé sur les traces de Simone de Beauvoir, qui a vécu une grande passion amoureuse, physique, avec Nelson Algren, un Américain. Et vous dites, vous en trouvez des traces dans Les Mandarins, le tome 2. Oui. Mais on trouve encore plus de traces, comme dirait Monique, dans la correspondance qui a été publiée il n'y a pas longtemps entre elle et lui. Ou alors, là, il y a à la fois le récit de ce qu'ils ont vécu ensemble à Chicago, et on découvre Chicago, les quartiers polonais, les quartiers italiens et tout. Et puis, en même temps, ce qu'elle lui raconte de la vie parisienne, de la vie en France. Une liaison transatlantique. Oui. C'est le titre qui a été donné à ce recueil. Et osais-je le dire, c'est le seul endroit, je crois que c'est dans ce livre, où on voit une photo de dos complètement nue de Simone de Beauvoir. Si vous voulez la voir nue de dos, c'est lui qui avait fait la photo. Elle est dans la correspondance. C'est une photo prise comme ça, de manière impromptue, et qui est très belle. De se laver le visage, oui. Mais vous parlez d'une autre ville, puisqu'on est dans le continent nord-américain, qui est tout à fait différente de Chicago, et très attachante aussi, qui est Santa Fe. Ah oui. La ville du Southwest. Savannah aussi. Moi, Savannah, c'est tout autre chose. Les trois villes, en fait, étaient extrêmement différentes, et c'est pourtant dans le même pays. Et c'est ça aussi qui était intéressant, c'est de voir à quel point... j'avais vraiment l'impression, j'ai eu l'impression en fait dans ces trois villes d'être dans trois pays différents en fait, parce que elles sont toutes les trois chargées d'abord d'une architecture étonnante, parce que donc Chicago ce sont les gratte-ciel, Santa Fe c'est l'architecture en adobe. Et Savannah, c'est le classicisme. On est en pleine conversation amicale, personnelle. Vous êtes allés là et moi là, etc. Mais vous allez prolonger la conversation. Mais à chaque fois dans ces villes, un artiste s'est fixé. Et à Santa Fe, par exemple, vous en parlez dans votre texte, on est au milieu de l'œuvre de Georgia O'Keeffe. Oui. C'est-à-dire de ces eaux, de ces crânes de bêtes, avec des eaux blanchies, de ces paysages de désert. C'est tout à fait extraordinaire. Donc on continue par la lecture de vos livres et par vos invitations au voyage. Benedetta Craveri, reine et favorite, le pouvoir des femmes. Elle n'en avait pas ou elle se battait pour l'avoir, ces femmes-là? Et comment vous avez fait votre sélection? Elle n'en avait pas, et c'est toujours un pouvoir dérobé, ambigu, basé sur l'intelligence, la séduction, l'ambition. Et le livre est né un peu par hasard parce que j'avais fait des articles sur Unité sur la République, le quotidien italien pour lequel
je fais des articles, et puis mon éditeur italien, Roberto Calasso d'Adelphi, m'a demandé Il a eu raison. de faire un livre. Et alors je me suis posé la question du temps, et je commence avec François Ier, parce que c'est lui qui établit la cour, le rituel, le cérémonial de la cour, qui va se caractériser la monarchie française jusqu'à la Révolution française. Un cérémonial que François Ier avait copié et de la cour de Bourgogne, mais surtout de la cour du pape. Et comme cette conception de la cour se base sur une royauté qui partage tous les moments de sa journée avec sa cour, c'est un roi qui vit en public, c'était impossible de cacher une éventuelle maîtresse ou favorite. Donc, avec François Ier, il y a l'institution de la favorite royale. Et je terminais ce parcours avec la Révolution française, parce que c'est la fin de la monarchie française, l'Ancien Régime, etc. Oui, oui. Vous dites, vous nous prévenez, leurs destinées ne sont que la somme de cas individuels, car l'histoire reste l'apanage officiel des hommes, d'une part. Elles croisent l'histoire quand elles savent inspirer ou influencer ces hommes. Et vous dites, elles doivent ruser, se créer des alliés puissants, distribuer des faveurs, séduire, corrompre, punir. Et puis, il leur faut savoir sortir de scène. Surtout pour les favorites, parce que si le roi meurt avant elles, elles ont le problème d'envisager l'attitude de la veuve, trahie et maltraitée, et surtout du mari éventuel qui va les récupérer et va se venger d'elles. Lesquelles ont vos préférences et votre sympathie? Écoutez, j'ai essayé d'avoir une attitude professionnelle et de ne pas avoir de sympathie, de développer de sympathie, mais d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles chacune se conduit comme elle se conduit. Vous pouvez penser que c'était une attitude chauviniste. Moi, je pense qu'au milieu de cette galerie de 19 portraits, il y a un seul génie, qui est Catherine de Médicis, à laquelle la France doit beaucoup, même avec la légende noire qui l'accompagne de la nuit de Saint-Barthélemy. Parce que c'est elle qui, pendant 30 ans, dans la période la plus difficile de l'histoire de France, pendant la guerre de religion, se bat pour garder ce qu'elle considère l'héritage de ses fils. Mais cet héritage de ses fils, de ses enfants, c'est quand même physiquement la France. Et comme la France est écartelée entre catholiques et protestants, qui sont des deux côtés des fanatiques, elle n'a pas le pouvoir. Elle n'a pas été moins fanatique que... Non, elle a une vision, elle a été éduquée avec une vision néoplatonicienne, et une femme très cultivée. Elle pense qu'un État digne de ce nom peut très bien concevoir deux religions différentes, mais elle n'a pas la force, elle n'a pas l'armée, elle n'a pas l'argent pour imposer cette vision. Alors, vous avez cité avant Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II, elle avait 36 ans, lui 17, devenu roi. Il officialise, on peut le dire, le mythe, la légende de Diane. Vous parlez de Catherine de Médicis, il y a Anne d'Autriche. Il y a Marie de Médicis, oui. Il y a Anne d'Autriche, et puis les reines deviennent de moins en moins importantes, jusqu'à Marie-Antoinette. Et après, dirais-je, Anne d'Autriche, c'est le grand moment des favorites royales, des maîtresses de Louis XIV, des maîtresses de Louis XV. Mais les reines sont les seules qui voyagent. Ils font un seul voyage qui est définitif, quand elles quittent leur pays. Et c'est un voyage triste, parce qu'ils savent qu'ils ne vont jamais plus revoir leurs parents, ne vont jamais plus retourner sur leurs pas. Et elles s'accommodent mal, ou elles s'intègrent mal au pays dans lequel elles font leur destination. Ça dépend. Quelquefois, c'est très difficile de s'intégrer. Catherine s'est très bien intégrée. Catherine de Médicis. Oui, mais... Il y en a qui repartent, comme Marie Stuart, qui est repartie après la mort. Marie-Antoinette aurait bien voulu repartir. Marie Stuart est repartie. Elle est repartie pour devenir reine d'Écosse. Elle avait compris que le futur d'une veuve royale n'était pas amusant à la cour de Catherine. Elle a préféré suivre son destin
Et puis il y en a qui partent parmi les favorites, pas simplement parce que le roi meurt, mais parce qu'elles sont abandonnées. Exact. Et Louis XIV a laissé derrière. Une galerie de portraits qu'on connaît. Les reines n'ont pas de pouvoir. Les favorites ont quelquefois, et dans des périodes courtes, passagères, du pouvoir. Oui, de l'influence. Oui, du ça pouvoir. dépend du roi et ça dépend de la favorite. Ouais. Par exemple, Diane de Poitiers a eu une immense influence sur Henri II. Les très intelligentes et belles favorites de Louis XIV n'ont jamais eu du pouvoir politique. Les maîtresses de Louis XV, surtout Madame de Pompadour, a eu un pouvoir politique. Donc c'est une alchimie qui change, qui se renouvelle chaque fois. Et il y a une sœur, hein, il y a pas simplement, qui fut reine aussi, mais cette sœur, c'est Marguerite de Navarre. Oui. Mais Marguerite Navarre rate la possibilité d'être reine, elle qui est quand même fille de roi, sœur de roi, épouse de roi, parce qu'elle n'a pas su suivre les règles du jeu de la reine, c'est-à-dire faire Et des alors aujourd'hui, enfants. les femmes. Oui, mais elle incarne exactement ce que vous disiez tout à l'heure. L'art de la conversation. À la fois et l'amour charnel le plus beau, elle était superbe et courtisée, et en même temps, ses passions, ses poésies religieuses, ce néoplatonisme fait de chair et de... Mais aussi, Madame de Montespan a joué un rôle énorme, et Madame de Maintenon, parce qu'elles étaient des expressions esquisses de la civilisation mondaine. Ce ne sont pas deux mondes séparés. Ces pauvres malheureux rois étaient aussi assiégés par la solitude, par la nuit. Donc, ces favorites pouvaient tenir si longtemps leur place parce qu'ils savaient les amuser, les conseiller. Aujourd'hui. Enfin, là, justement, vous évoquez Madame de Maintenon. Je ne sais pas du tout, alors, pour lui faire porter la responsabilité en quoi que ce soit, parce que c'est le roi, le grand criminel. Vous parliez de Catherine de Médicis et des guerres de religion. Le grand criminel, c'est Louis XIV qui révoque l'édit de Nantes et qui relance, alors qu'il n'était pas nécessaire du tout. Oui, Autant Catherine de Médicis a géré une crise avec tout le talent qu'elle avait, autant Louis XIV a précipité la France à nouveau dans le désastre. Mais Louis XIV Mais avec a Madame fait de Maintenon, quand même. une aussi. grande bêtise politique. Madame de Maintenon n'a joué aucun rôle sur non, je ne dis surtout pas ça. Il faut que Elle n'a pas empêché, c'est certain. Mais elle n'avait absolument pas les moyens de l'empêcher. Attention. Et il faut, en plus, que vous songiez que toute la civilisation polyfrançaise, Madame de Sévigné, les jansénistes, ont tous applaudi à la révocation de l'édit de Nantes. Bien sûr, mais Mais c'est pas pour ça qu'un roi se doit de le faire. ça nous console. Non, ça ne doit ou pas qu'on nous leur pardonne. consoler, mais on doit comprendre que ce qui à nous choque horriblement maintenant ne choquait pas les Français, même les Français cultivés, et que c'était un geste politique, comme Louis XIV se conduisait très mal avec poussé par tout l'environnement et qui a été soutenu par mais l'environnement. surtout, comme il était très à la faveur des Turcs, et ne donnait aucun soutien à l'empereur pour se battre contre les Turcs, parce que c'était très convenable pour lui avoir la maison d'Autriche engagée contre les Turcs. Pour consoler de quelque manière le pape, s'est lancé dans cette bêtise de se battre contre l'hérésie, qui a été un appauvrissement physique de la France terrible. Et aujourd'hui, madame, j'essaie d'arriver à aujourd'hui, c'est la troisième fois que je dis aujourd'hui, mais on ne va pas s'attarder. Les femmes qui sont au pouvoir dans l'entreprise, dans les régions, dans les départements, dans les pays, est-ce qu'elles sont les héritières ou des reines ou des muses ou des inspiratrices? Et cette fois, c'est elles qui sont arrivées au pouvoir? Mais non, grâce à Dieu, ils n'ont rien à voir avec mes reines favorites. Ce sont des femmes qui sont des citoyennes en part entière, qui ont les mêmes droits des hommes. Peut-être il y a un retard historique qui rend cette prise de pouvoir, entre guillemets, plus difficile, mais on a Madame Thatcher, Madame Merkel, je veux dire, Condoleezza Rice, ce sont des femmes qui ont les mêmes droits de l'homme. Oui, oui. Et en plus, le combat n'est pas fini. Chose qui ne se passait pas à l'époque sous l'Ancien Régime, où les femmes n'étaient pas des citoyennes à part entière. Et qui ne tiennent pas leur pouvoir d'un homme, mais des hommes, des citoyens. On espère. Et qui, quelquefois, l'ont enlevé. En démocratie. Sylvain Jouty. Alors, on va parler de celui qui vivait comme un rhinocéros. Pourquoi rhinocéros? C'est un symbolique en tibétain. Oui, c'est un sens très symbolique. C'est une phrase, en fait, que mon héros trouve dans un lexique tibétain, sanskrit tibétain du 7e siècle, qui, en fait, signale celui qui vit comme un rhinocéros et celui qui se réalise comme un bodhisattva, donc comme saint, dans la solitude et le renoncement.
Et d'une part, ça caractérise très bien mon héros, et d'autre part, il se trouve que bien qu'ayant été toute sa vie calviniste et n'ayant jamais renié sa religion, que l'on sache, il a été fait bodhisattva, ce qui est, je crois, le seul cas pour un nom bouddhiste, en 1933, dans une université bouddhiste à Tokyo. Parce qu'il il est considéré comme il faut ayant... savoir pourquoi. D'abord, vous êtes, me dit-on, un passionné d'espace, de montagne, vous avez été guide de montagne, vous avez beaucoup voyagé, mais qui vous a mis, si je puis dire, sur les traces d'Alexandre Soma de Quereusse, né en 1784, mort en 1842, je dis pour ceux qui prennent l'antenne en ce moment. Ça fait longtemps que je le connais, et je ne sais pas pourquoi m'était pas venue l'idée d'écrire sur lui. C'est peut-être parce que je savais qu'en Hongrie c'est un héros national et que là il y a une vingtaine de bouquins sur lui. Même chez les Peut-être Nicolas Sarkozy le connaît-il. Peut-être. Par sa famille. Pourquoi pas. Encore que c'était pas un Hongrois de Hongrie, c'était un Hongrois de Transylvanie. Donc c'est un peu différent. Donc c'est un savant hongrois qui parle plusieurs langues, qui veut comprendre le mystère hongrois et qui va s'en aller pour cette expédition, exploration, sans argent et à pied, 4 ans, 9000 km. Il part dans des conditions absolument incroyables, c'est-à-dire il part au début de l'hiver avec simplement, il n'a même pas un manteau. Il a, je crois, 200 ducats dans sa poche, ce qui est absolument rien, et puis une petite musette de toile cirée verte à l'épaule. Il a déjà 31 ans. Il est âgé déjà. Et surtout, il part aussi sans passeport. Et à l'époque, on ne voyageait pas comme ça, surtout pas pour l'Asie centrale. Et à tel point que quand il arrive à Bukhara, donc cité mythique, mais je crois qu'on ne connaît pas d'Européens avant lui depuis 1404, l'ambassadeur du roi de Castille, Clavigeau, en 1404, et quand quelques années après, un autre explorateur essaye d'aller de Téhéran à Bukhara, il n'y parvient pas. Mais c'était très fermé, Bukhara. C'était une ville très violente aussi donc, pour les noms. Le problème, c'est qu'il a fait un voyage absolument extraordinaire, mais en fait, c'était pas un voyageur, c'était ni un explorateur. Ce qui l'intéressait, c'était d'aller dans sa quête de la langue hongroise, mais le voyage lui-même ne l'intéressait pas. Et quand il est intercepté par les Anglais, pris par un espion, et qu'on lui demande de faire un résumé complet de son voyage, il en tombe malade tellement il est malheureux, parce que c'est un homme d'une intégrité totale. Il est tellement malheureux qu'on le prenne pour un espion qu'il en tombe malade, et il lui faut 1 mois pour écrire 5 feuillets, dans lesquels en fait il raconte pas du tout son voyage. Donc en fait, on ne sait rien. Et c'est-à-dire que là où les gens à cette époque-là étaient capables de faire 3 volumes énormes. Et alors il arrive aux portes du Tibet, ce qui était son rêve, et puis au cœur de l'Himalaya. L'Himalaya est infranchissable. Voilà. L'Himalaya est infranchissable, non pas physiquement, parce que c'est franchi depuis l'Antiquité. Il y a des textes chinois qui en parlent depuis très longtemps, mais c'est infranchissable pour des raisons politiques, parce que les Chinois qui ont des gouverneurs au Turkestan comme au Tibet ne veulent absolument pas que des Anglais ou des Européens viennent se mêler de leurs petites affaires, parce qu'en fait, ils savent très bien que dès que les Anglais arrivent quelque part, sous prétexte de faire des commerces, un jour ou l'autre, ça devient territoire anglais. C'est aussi simple que ça, en fait. Il va écrire à la demande d'un Anglais qu'il a retrouvé, un dictionnaire de tibétain. Oui, alors ce qui se passe, c'est que lui, quand il arrive dans cette région-là, en fait, et qu'il voit qu'il ne peut pas continuer sa route, il est complètement perdu. Il ne peut pas retourner chez lui. Pourquoi il ne peut pas retourner chez lui? Parce qu'il avait promis, en continuant ses études, de devenir prêtre. Or, il n'a pas pris les ordres. Et pour un Hongrois de Transylvanie comme lui, qui était astreint au service militaire perpétuel et dont le rôle était de garder les frontières de l'Empire, la seule solution pour ne pas devenir soldat, c'est de devenir prêtre. Donc il est devenu ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que toute sa vie, il a fait le contraire de ce qu'il voulait. Oui, à peu près, oui. Et il est devenu complètement par hasard inventeur de la tibétologie, alors que c'était quelque chose qu'il n'avait pas du tout en tête. D'abord, arrivé sur place, il a fallu qu'il l'apprenne, le tibétain, parce qu'il ne le connaissait pas. Donc il l'a appris dans un monastère, ce qui est assez extraordinaire. Oui, il l'a appris et il a fait un dictionnaire aussi. Et c'est pas n'importe quel monastère, parce que justement pour ne pas alerter les Tibétains, on lui a trouvé un monastère complètement isolé au cœur du Zanskar, qui est la région la plus perdue de l'Himalaya indien. C'est même pas un monastère, d'ailleurs, c'est un monastère à moitié abandonné, qui est en même temps un ancien château royal, où il y a 3-4 moines. C'est à 3700 mètres d'altitude. Il est dans une pièce de 3 mètres carrés où il y a une fenêtre qui fait à peu près 20 cm de côté.
Et surtout, on ne peut pas faire de chauffage parce que il n'y a pas de cheminée à l'époque dans cette région-là. Alors dans les maisons des paysans, on fait quand même des feux de bouse qui est extrêmement âcre, mais c'est pour manger. Mais pour lire et écrire, c'est absolument impossible. Donc il a dû faire l'hiver qu'il a passé dans ce village de Zangla, il devait faire -20, enfin on ne sait pas, il n'avait pas de thermomètre. Mais il va s'installer dans une des régions du Tibet, dans ce que vous racontez, aux Zanskar. Oui. C'est un des endroits où le Dalai Lama a un de ses refuges. Oui. Il y a le Zanskar, c'est en Inde, mais c'est une région tout près, de culture tibétaine. le Ladakh, oui. À 5000 mètres d'altitude, oui. Avec l'imprégnation du Dalai Lama. Je ne sais pas si je dois dire, j'ai passé 15 jours à Leh, la capitale. La capitale. Oui. Hein, c'est beau, oui. Sur le toit du monde. Oui, donc vous connaissez un petit peu l'endroit. Oui, oui. Et Philippe Lallemand aussi est allé à Leh. Et il a probablement eu à goûter du yak séché. Pour un végétarien, c'est terrible. Bon, votre livre est un récit de voyage, hein, des montagnes des Carpates à l'Himalaya jusqu'en Inde. Oui. Et à la découverte en accompagnement de votre ami Choma de Kurush. Mais pourquoi il est revenu ensuite? Non. Alors là, c'est la fin de sa vie qui est un peu triste, enfin un peu triste en même temps très ironique. C'est-à-dire qu'après avoir fait ce dictionnaire tibétain, une grammaire, etc., il est employé à Calcutta par la Société asiatique, il commence à être reconnu, mais à un moment, il commence à être âgé, 50 ans et quelques, et il se dit, il faudrait quand même que je termine la quête pour laquelle j'étais parti de Transylvanie, c'est-à-dire toujours trouver l'origine de la langue hongroise. Et en plus, étant le seul qui connaissait vraiment le tibétain, qui connaissait la culture tibétaine, il avait de très bonnes chances de pouvoir pénétrer au Tibet par le Sikkim, qui à l'époque était un espèce de go-between, je dirais, entre l'Inde anglaise et le Tibet. Et puis, il meurt sans doute de la malaria, enfin là les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord. Il meurt de la malaria, donc vraiment aux portes du Tibet, alors qu'il attendait le permis qui lui permettait de passer au Tibet. Voilà un voyage pour vous. Sur le chemin d'Alexandre Xurosh, Xoma de Xurosh. Pourquoi vous y êtes intéressé? Je ne sais pas, je le connais depuis longtemps. Non, moi je m'intéresse depuis très longtemps toutes les histoires culturelles qui tournent autour de la montagne. Donc un personnage comme ça, je ne pouvais pas... Et puis il y a tout ce que vous racontez, les rencontres avec des personnages stupéfiants, des maharajas, des espions, des comploteurs. Il s'en-tire et il meurt de maladie. Bon, voilà, je reviens à Rome. L'amour, Rome et l'amour, les femmes, les jardins et de la sagesse. Pierre Grimal, qui a été votre prof, oui, bien sûr. Vous avez été disciple, etc. Il traite des femmes, de l'amour à Rome, mais il demande de partir de l'expérience qu'on peut avoir soi-même de l'amour. Absolument. Et c'est cela qui est, j'allais dire, étonnant. En écoutant tout le monde, je pensais à ce dialogue qui correspond tout à fait pris chez Italo Calvino dans Les Villes Invisibles, où il y a Marco Polo, précisément le voyageur par excellence, métaphore un peu de Grimal, qui dit à Kublai Khan, ce n'est pas pour les 7 ou 77 merveilles d'une ville que tu vas vers cette ville. C'est parce que, bien entendu, tu recherches une réponse à une question. Et Kublai Khan lui dit non, c'est peut-être beaucoup plus parce que cette ville te pose une question. Et cette question, je pense ça parce que ces villes éternelles, ces villes qui ont attiré, ramené à ça. Et Pierre Grimal, donc, lui, s'est intéressé aux femmes d'une manière, en particulier les jardins, la sagesse, mais en particulier les femmes. Et je crois que c'est peut-être, en vous écoutant aussi tout à l'heure, tout à fait intéressant de voir ce qu'a été le statut de la femme romaine tel que... Et souvent le contraire de ce qu'on dit. Souvent le contraire de ce qu'on dit parce que Pierre Grimal est attentif non seulement aux textes juridiques sur lesquels on se fonde le plus souvent, mais aussi aux légendes. Il prend un exemple simple dès le départ où il nous montre cette phrase que prononce la jeune femme, c'est « Où tu seras Gaius, je serai Gaïa ». Ce n'est pas un terme de soumission. Et ça, c'est fondamental chez la femme romaine qu'on appelle matrone. Le mot est horrible aujourd'hui, mal connoté, mais c'est le double, l'équivalent. Or, le paradoxe qu'il faut bien voir, qu'il faut bien saisir, c'est que ce droit romain du pater familias, qui donne au père la main sur sa fille, qu'il cède au mari, mais qu'il ne cède plus dès le 5e siècle. C'est-à-dire qu'il la garde lorsqu'elle est mariée. Cette main, elle ne cessera qu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Petit à petit, elle devient strictement symbolique. Mais le mari ne pourra jamais, néanmoins, affronter
j'allais dire, la femme, vraiment, enfin, à la fois dans ses biens, parce qu'elle aura des biens, puisqu'il y aura même des mariages qui sont, j'allais dire, non pas une manu où on peut très bien divorcer, et à peu près, disons, au 1er siècle avant Jésus-Christ, déjà, la femme romaine a acquis, je le dis franchement, enfin, comme le dit Grimal, parce qu'on a tendance à projeter des choses un peu absurdes là-dessus, a acquis un statut, et même dans la plèbe, parce qu'il y a les matrones plébéiennes, a acquis un statut qui est beaucoup plus libre que celui des femmes par la suite. Il y a eu des périodes d'émancipation progressive. Alors, il y a eu une période d'émancipation progressive qui s'est, j'allais dire, on peut dire qu'à partir du 1er siècle et sous l'Empire, puisque même Auguste va tâcher de rétablir les mœurs, faites des enfants, enfin, je veux dire, bon, et lutter même contre la contraception sauvage, il n'y parviendra pas du tout, ni d'enrayer les divorces. La femme romaine devient propriétaire de ses biens, et je dirais qu'elle devient d'autant plus fascinante. On parlait j'allais dire, de tous ces poètes auxquels Pierre Grimal était si attaché. Enfin, il a parlé de Properce avec des mots superbes. Et il est vrai qu'il y se développe au même moment une conception de l'amour absolu, comme un Properce peut la définir. Et si vous voulez, au moment où la femme acquiert cette indépendance, eh bien, je ne dirais pas que l'homme romain est soumis, il ne tomberait pas non plus dans l'inverse, mais disons qu'il y a un rapport qui s'est inversé. Et je crois qu'il faut aussi, alors là, ça m'ennuie parce que des gens que j'aime beaucoup, mais il y a un type de discours aujourd'hui assez facile sur le fait que la femme romaine, parce qu'on projette le terme de matroque, ignorait de sexualité, et les Italiens aussi abondent parfois dans ce sens. Il n'y avait en fait que l'esclave et la prostituée, et encore à la limite la franchise. Elles existaient quand même. Mais bien sûr qu'elles existaient, et il est hors de question de nier ça. Moi, je n'ai aucune pudeur à cet égard, ni Pierre Grimal n'en avait. Seulement, il est aberrant aussi de vouloir réduire l'histoire, si vous voulez, à des structures abstraites où un Romain n'aurait, enfin, je veux dire, Romain n'aurait jamais, vous voyez. Parce qu'avec les amours à Rome, oui. Plutôt une mauvaise réputation. Oui. Avec les débauches, les orgies, enfin, ce qu'on lit, qui raconte bien d'ailleurs. Hein, oui, bien entendu, mais parce que c'est aussi cela, et c'est pour ça aussi qu'il était, j'allais dire, si proche de Fellini quand il a fait Satyricon, qu'il nous en parlait sans cesse. Je veux dire, ce n'est pas non, il ne s'agit pas du tout. Il ne cache rien, même pas ce qu'on appelait, d'après ce qu'il dit, les amours à la grecque. Bien sûr, les amours à la grecque, évidemment, oui. Ils existaient à Rome. Ah non, mais il ne s'agit pas, si vous voulez, mais il s'agit simplement de montrer que la femme n'était pas, j'allais dire, si vous voulez, il désobjective le statut de la femme et nous l'a fait entendre un peu comme, enfin, je veux dire, il n'essayait pas de répondre à ce que demandait Freud, hein, que désire la femme, mais d'une certaine manière, plus que d'autres, en ne projetant pas de, si vous voulez, de vision abstraite, il nous permet de l'entendre. À un moment, l'adultère est condamné et parfois l'adultère est mis à mort. Oui, mais ça n'est plus le cas au 1er siècle. Non, c'est au départ. Et le divorce est possible. Le divorce est possible à partir du moment où le mariage est un mariage qui n'a pas été in manu, et ils sont presque tous non in manu à partir du 1er siècle. Il dit bien la place du mariage, et Pierre Grimal pose, il le dit avec Plutarque, cette question, peut-être que nous répondre. Oui. Pourquoi les maris, au soir de leurs noces, n'approchent-ils leur épouse que dans l'obscurité? Alors, ça, c'est la réponse. La réponse, effectivement, alors je ne sais pas. C'est parce que la pudeur, c'est peut-être la réponse qu'on a pu donner à une certaine époque. Non, il peut y avoir aussi, j'allais dire, le mystère nocturne, l'amour, l'érotisme. Les jeunes romaines étaient belles aussi. Enfin, je crois qu'il faut cesser d'imaginer que, quand on lit les lettres de Pline à sa jeune femme, que tous les rapports étaient forcément, si vous voulez, des rapports d'argent, d'achat, enfin, d'un mariage traditionnel. Il y avait aussi, et on en a de multiples exemples dans la société romaine. Il dit les droits des femmes, l'émancipation des femmes, mais Pierre Grimal raconte aussi la répudiation ou la déchéance. Quand un mari perd patience, il dit facilement à sa femme, va-t'en femme, prends tes affaires et sors. Il y a le cas célèbre de César, non, qui renvoie sa femme en disant que la femme de César ne peut même pas être exposée à la suspicion d'une trahison, même si elle est innocente. Nul doute que cela... Le sentiment que moi j'ai toujours eu, que la grande valeur des Grecs et des Latins n'était pas l'amour, mais l'amitié. Alors l'amitié, bien sûr, l'amitié est très puissante, mais l'amour aussi, enfin l'amour à Rome, je le crois profondément, l'amour des femmes, oui. L'amour des femmes, tout simplement parce que personnellement, moi j'ai édité, traduit pour l'Institut national de poètes comme Properce, et je dois dire que là, on change d'avis, et surtout parce que Properce se veut grec. Il y a une tradition plus ancienne, si vous voulez. Soyons clairs, ce que nous voyons de la littérature latine, et je vous dis cela de la même façon que la littérature grecque, il faut cesser de s'en servir pour prouver, parce que vous avez sur les amours grecs, évidemment, toute l'anthologie palatine, que des professeurs d'Oxford bien intentionnés vont vous déclarer qu'il n'y avait que des amours effectivement homosexuels dans l'Antiquité. Et je peux l'accepter, le comprendre très bien, mais ne nous fions pas
et ça c'est, je dirais mon maître Jean Eliot ce serait aussi, la ne leçon, nous fions pas aux textes latins. Ils ne nous disent que très peu de choses. On voit avec l'archéologie que les femmes... Monique s'énerve, elle est impatiente. Allez-y, Je ne Monique. m'énerve pas du tout, je voudrais renchérir, mais la poésie latine est un hymne à l'amour. C'est un des joyaux de la littérature mondiale. Voilà, Et- je suis heureux. il n'y a question que d'amour, et entre hommes et femmes essentiellement. Et puis, oui, les histoires d'amour que Pierre Guimal raconte, où se mêlent à la fois la politique et la passion. Ah là, le crime, la violence, la mort, il y a des histoires assez inouïes. Terrible, Là. bien sûr, oui, oui. Il y a en particulier ces femmes qui ont aidé Cicéron, enfin, la fameuse Fulvie qui a aidé Cicéron au moment, j'allais dire, de la conjuration de Catilina. Il y a le portrait d'Agrippine aussi, Oui, dans la femme romaine. Agrippine, quand même, fille de Germanicus, veuve de Germanicus, femme de Claude, et assoiffée de femme, pouvoir oui. Femme et d'une étonnante. intelligence diabolique. Ouais. sûr. Antoine et Fulvie, je ne sais pas si vous vous souvenez Oui, ce oui, qu'il oui, raconte, Antoine et Fulvie. Oui, oui, bah, évidemment. Antoine s'en va, et qu'est-ce qu'il fait? Il revient, Il revient, oui. Il est Masqué, masqué, caché. oui, caché pour la surprendre, oui, bien sûr. ou la retrouver. Vous la retrouvez. Ah. Alors ça, c'est... Enfin, moi, j'ai le point de vue de Cicéron sur Antoine. Je n'ai guère confiance. Alors Mais oui, parce qu'Antoine se résume à peu de choses. Enfin, je veux dire, ce qui est très joli, c'est la manière dont Cléopâtre a traité les deux hommes. Quand elle s'est donnée à César, elle est arrivée de nuit, sans rien, et enroulée dans un tapis. On a jeté le tapis, et César a contemplé Cléopâtre nue, dit-on. Bon. Pour Antoine, un peu, j'allais dire, vulgaire, elle a fait armer le plus beau bateau. Elle est arrivée avec des trompettes de tous les côtés, dans tous ses apparats, et il a été séduit par cette image triomphale. Je crois que ça permet de mieux comprendre les deux hommes. Le livre contient une mine de récits, d'histoires de portraits qui remontent loin dans le temps, mais qui peuvent être contemporains. Et il se termine par des conseils de sagesse. Il raconte, Pierre Grimald, l'histoire d'un sage qui sut le rester jusqu'à sa mort. Et puis en même temps, il parle beaucoup des stoïciens. Les stoïciens, beaucoup, parce que pour la philosophie antique, c'est la sagesse. Et tout l'intérêt de Pierre Grimald, c'est précisément d'être nuancé. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans les pièges, si vous voulez, d'une école ou d'une autre. On en reparlera Voilà. un jour, parce qu'on aime bien ici parler de certains textes de l'Antiquité des grands personnages. Et dès le début, vous dites qu'il a mis en valeur les 4 vertus essentielles pour se construire soi-même. Vous vous rappelez? Vous pourriez les dire en latin. Je pourrais, bien sûr. Il y a la caritas, qui nous donnera la charité. Il y a la tempérance, effectivement, qui est la modération. Il y a la libre, et surtout, il y a les qualitas, mais il y a aussi le fait qu'un citoyen romain, partout où il est je veux dire, un citoyen romain est partout un citoyen romain. Je crois qu'il y a une chose sur laquelle il met l'accent et qui est fondamentale, c'est qu'on pense que sous l'Empire, j'allais dire, les citoyens peuvent être à la merci de l'empereur, mais pas du tout. Le droit romain ne s'est jamais autant exercé. C'est pas parce qu'il y a eu peu de morts, en fait, dues à ces empereurs qu'on présente souvent comme sanguinaires. Non, la réalité du droit romain est la défense, et ça, c'est une chose dont nous avons hérité. On ne touche pas un citoyen romain. Enfin, bon, il ajoute bien sûr, la vertu, le courage. Et il y a aussi, évidemment, la libertas, bien évidemment. Il y a des leçons pour aujourd'hui, oui, de tous ces textes. Alors, je veux dire que ce que dit très justement Pierre Grimald, pour ne pas que l'on tombe, si vous voulez, dans dans cette idée que ce serait aujourd'hui comme hier. Ce n'est pas aujourd'hui comme hier, mais il montre que c'est en allant vers eux, en voyageant vers les anciens, qu'on découvre notre propre liberté. C'est en faisant ce détour par l'Antiquité. Et puis je dirais simplement, pour moi, il a, si vous voulez, un moment où la confusion des valeurs mène parfois à un certain nombre de choses un peu stériles et floues. Eh bien, je dirais simplement que Pierre Grimald c'est forger un soi latin. Parce que pour avoir en face de soi un autre que soi, encore faut-il avoir un soi. Et alors pas simplement latin, bien entendu, ancré aussi dans différents pays, mais Pierre Grimald est de ceux qui nous font faire ce voyage et qui nous permettent de reconstituer. Et c'est pour ça que moi, je lui suis fidèle, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'il a pu dire, je trouve que c'est un homme immense et pour qui j'ai toujours une immense affection. Magnifiquement hommage aujourd'hui, Pascal Charvet. Benedetta Craveri, revenez quand vous voulez. Qu'est-ce que vous préparez? Pour l'instant, vraiment, vacances. Avec les jardins, comme dit Pierre Grimald, les jardins autour de Rome, les jardins partout, profitez-en tous, parce que c'est cette période de l'été. L'équipe de Bibliothèque Médicis, en tout cas, va suivre ce conseil. Philippe Lallemand qui réalise, Françoise Malanty, Anne-Marie Moreau, Marie-Madeleine Rigopoulos qui préparent cette émission avec moi. Ils sont disposés aux grandes aventures et aux grandes folies de l'été, je sais, et en même temps à la sagesse des retours. Merci à vous tous. À bientôt.